À 8h13 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk est le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Bienvenue sur Europe 1. Bonjour Clément Beaune. Bonjour Sonia Mabrouk. Est-ce que nous sommes les dindons de la farce? Je pense que vous faites référence au prix de l'énergie. Donc vous me répondez oui. Des Français, non. Je ne vous réponds pas oui. Parce que, expliquons ce qui se passe. Les dindons de la farce, ça voudrait dire que la France ne défend pas ses intérêts en Europe et dans le monde dans cette crise énergétique. Je voudrais expliquer en un mot ce qui se passe. C'est une crise avant tout des énergies fossiles, du gaz en particulier. Les prix du gaz augmentent massivement parce que la reprise économique est forte, plus forte que prévu même en Asie, notamment en Chine. Ça tire les prix vers le haut. Et en même temps, des grands producteurs de gaz, dont l'Europe dépend, y compris la France, mais la France moins que les autres, la Russie, la Norvège en particulier, baissent leur production. Tout ça crée une tension, forte augmentation des prix internationaux du gaz. La France a un avantage considérable qui demeure, que nous défendons, c'est le nucléaire, qui représente 40% de notre mix énergétique, comme on dit, et qui permet de limiter la hausse déjà. Donc c'est d'autant plus ahurissant que nous vivons cette situation. Non, parce que la hausse des prix, elle est plus faible, je tiens à le dire, elle est grave, elle est beaucoup plus faible en France qu'elle est en Italie, oui, mais Clément qu'elle est en Beaune, Espagne, dites-le ce qu'elle est en matin, Allemagne. je ne veux pas faire de la démagogie, mais dites-le ce matin aux familles modestes qui se serrent la ceinture et voient cette facture exploser. Sonia Mabrouk, il faut dire la vérité, expliquer. C'est la réalité que ça augmente moins qu'ailleurs. Ça augmente dramatiquement, néanmoins. Qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ça? Parce que vous avez raison, les gens ils ne veulent pas savoir ce qui se passe en Russie, ils veulent remplir leur cuve de fioul et se chauffer cet hiver. Pouvez-vous le dire clairement aux auditeurs ce matin, Clément Beaune? On a notre indépendance en matière de production électrique. Alors pourquoi on se prend de plein fouet cette augmentation des prix du gaz? Est-ce que c'est vraiment la faute au marché européen de l'électricité comme on l'entend ces derniers jours? Alors je dis un mot puisque vous avez parlé du vrai sujet, qui est l'augmentation de la facture des Français. Nous avons pris des mesures, nous y reviendrons peut-être, très puissantes pour limiter la hausse. Et donc c'est comme ça qu'on répond à court terme. J'insiste parce que on y reviendra. À court terme, c'est ça la réponse. Réponse de pouvoir d'achat en prenant des mesures de blocage de prix. Parce que nous devons agir très vite. On y reviendra. Il y a le marché européen de l'énergie. Disons un mot sur cela parce que c'est très important. Le marché européen de l'énergie, il est un avantage énorme, je le dis, pour la France. Lequel? Eh bien parce que vous savez que EDF exporte pour plusieurs milliards d'euros chaque année en Europe parce que précisément par notre parc nucléaire, nous produisons moins cher. Qu'est-ce qui se passe avec ce fameux marché unique et la fixation des prix? Je vais essayer de ne pas être trop compliqué, mais c'est important. On le sait, pardonnez-moi, il y a un alignement des prix de l'électricité sur ceux du gaz et au final, on a une facture qui explose plein pot. C'est assez facile à comprendre, monsieur le ministre. Oui, pourquoi? Parce qu'on paye le prix de l'électricité au dernier coût de la centrale qui est mise en fonction. Alors qu'on s'approvisionne, nous, à partir de centrales nucléaires et donc à bas coût. Vous comprenez que ça soit pour nous quand même assez difficile à comprendre et irrationnel. D'abord, je dis deux choses. C'est une partie seulement de la facture qui est concernée. C'est pour ça que malgré tout, et nous prenons des mesures de pouvoir d'achat pour cela, mais malgré tout, notre facture d'électricité augmente moins en France qu'ailleurs. Non, mais j'insiste parce que je vous assure que cet argument ne passera pas auprès des Français. Simplement, c'est bien. Quand on se compare, on se console. Donc non, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut répondre aux problèmes qui se posent. Alors comment? Est-ce qu'il faut faire pression? Parce que par exemple, en déplacement au Luxembourg, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, juge obsolètes les règles de ce marché européen de l'électricité. Je vais vous dire, il y a des choses à changer. Mais moi, je suis très concret. Vous me dites le sujet, c'est les Français, leurs factures. Vous avez raison. Moi, je ne veux pas leur promettre que la réponse, c'est une réforme qui interviendra dans 6 mois ou dans 1 an. Leur problème, c'est cet hiver. Alors pourquoi vous tapez du poing sur la table en ce moment? Vous êtes en train de nous dire que ça ne nous sert à rien. Parce que c'est une réponse de moyen terme. Et nous pouvons changer avec Bruno Le Maire un certain nombre de règles. Je le dis, le fait que nous soyons connectés, comme on dit, au marché européen, c'est un avantage énorme pour la France parce que nous sommes meilleurs que les autres. Monsieur le ministre, Xavier Bertrand dit il faut rendre l'argent à la France. Attendez, pas tous les sujets si vous permettez, parce que c'est très compliqué, il faut l'expliquer. Nous exportons massivement notre électricité. C'est plusieurs milliards. On le sait, oui. Non, pardon, c'est concret. C'est plusieurs milliards d'euros pour EDF chaque année. Ça nous évite 30 à 40 jours de blackout que nous évitons grâce à l'interconnexion. D'accord, donc le marché européen de l'électricité nous a servi. Mais aujourd'hui, il nous sert encore parce que je vous dis que EDF va faire plusieurs milliards d'euros de recettes supplémentaires grâce à l'augmentation des prix que nous réinvestissons précisément dans la baisse des prix et dans l'investissement dans le nucléaire. C'est que le marché européen de l'électricité, il nous a servi, mais la réalité, c'est que l'Allemagne ne veut pas laisser ce marché aujourd'hui se réguler. Alors comment vous tenez tête? Pardon, mais c'est pas ça le sujet. Ah bon, pas du tout. Non. Nous n'avons pas des divergences, des intérêts divergents avec l'Allemagne. Pas sur le point que vous évoquez.
Permettez-moi de l'expliquer. Donc face à qui il faut faire pression sur le marché plan européen de l'énergie, il faut le maintenir. Je vous le dis clairement. Si vous le cassez, c'est un désavantage énorme pour la France. Alors pourquoi le ministre de l'économie juge les règles Parce qu'il y a obsolètes? quelques règles à changer, mais ça prendra des mois, je le dis très sincèrement. À court terme, mesure de pouvoir d'achat. Mesure de pouvoir d'achat. Nous nous sommes battus au niveau européen pour que les prix ne soient justement pas complètement libéralisés, qu'on puisse les réglementer. Comme ils sont réglementés, le Premier ministre l'a annoncé, nous allons les bloquer. C'est ça la réponse de court terme. Permettez-moi quelque chose d'assez croustillant. D'ailleurs, depuis, si je peux dire, depuis des années, vous nous dites que l'énergie sera plus chère, qu'il faut s'y habituer. Et maintenant, dès qu'il y a une envolée des prix, oh là là, le bouclier, on arrête tout. Vous ne pouvez pas me dire, le problème c'est la facture d'électricité des Français et qu'on ne prenne pas de mesures de pouvoir d'achat. Je note quand même, vous conviendrez qu'il y a quand même un changement de pied assez particulier. J'essaye d'expliquer les choses. Nous avons une augmentation internationale temporaire, parce que les prévisions internationales, Xavier Bertrand, tout le monde peuvent les consulter, ils auraient peut-être raison de le faire, vont baisser sans doute sur le gaz à partir du mois d'avril. Donc ne cassons pas toute une stratégie pour une période qui est difficile. Nous avons une période difficile partout en Europe, moins en France qu'ailleurs, mais difficile. Donc prenons des mesures de pouvoir d'achat. Petit 1. Nous devrons construire aussi une transition énergétique de moyen et de long terme. Mais je ne vais pas dire aux Français qui ont du mal à se chauffer cet hiver, vous verrez, dans 6 mois ça ira mieux. On prend des mesures tout de suite. On doit continuer à transformer notre énergie. Clément Beaune. Attendez, c'est très important. Vous n'allez pas me faire toute la transition énergétique pendant les... Oui, mais je vous assure, je pense que les Français, les auditeurs comprennent quand ils voient la facture, mais tout cela est en réalité, vous avez raison, un véritable plaidoyer pour le nucléaire. Bien sûr. Le président Emmanuel Macron s'apprête d'ailleurs à annoncer mi-octobre la construction de mini-centrales nucléaires, les SMR. C'est l'information révélée hier par Europe 1 qui a été confirmée. Est-ce qu'à 6 mois de la présidentielle, vous assumez une conversion à la raison, au pragmatisme? Mais pas du tout. Le nucléaire, cette conversion, si conversion il y a eu, elle existe depuis plusieurs années. Il n'y a aucun doute. Non. Je vous explique. Vous pouvez le consulter, je crois que c'est public. Le président de la République, il a fait un discours sur le nucléaire, je crois que c'était au Creusot, il y a 1 an. C'était d'ailleurs pas son premier discours sur la filière nucléaire. Il l'a défendu. On n'a pas attendu le débat et les polémiques de Xavier Bertrand et de quelques autres pour investir sur le nucléaire, soyons sérieux. C'est nous qui avons dit les objectifs de réduction de la part du nucléaire à 2025 sont totalement fous et irréalistes. On les a repoussés à 2035. Et on continuera à investir dans le nucléaire parce qu'il n'y a pas de transition énergétique sans le nucléaire. Pouvez-vous simplement me préciser... Je le dis aux Français, c'est un avantage aujourd'hui, nous continuerons à investir dans le nucléaire. C'est le même président qui, dans la continuité de François Hollande, a fermé Fessenheim. Nous sommes d'accord. Mais absolument. Non, mais c'est le même. Oui, c'est le même. Donc il y a un en même temps énergétique sur lequel vous semblez revenir. Mais il n'y a pas un en même temps énergétique. Mais quand vous avez fermé Fessenheim et que là, vous lancez des mini-centrales. C'est très important. Nous avons fermé Fessenheim, c'était un engagement qui avait été pris, qui avait été inscrit dans la loi. Et c'est utile. Un accord politique, tout simplement. Oui, certains disent politicien. Moi, je ne le crois pas. Et nous l'assumons. Vous assumez la fermeture de Fessenheim avec, dans quelques mois et années, la relance de centrales, de mini-centrales. Mais où est la logique? Je vous le dis. Parce que c'est une centrale vieillissante et donc nous devons renouveler notre parc nucléaire. Et donc nous investirons, oui, dans d'autres centrales. On ferme les centrales à charbon d'un côté, on ferme certaines centrales nucléaires, certains réacteurs pour être précis, qui sont vieillissants parce que la sécurité des Français, je crois que ça vous importe et ça nous importe. C'était un problème de sécurité des Français pour Fessenheim? Parce qu'il faut investir dans l'avenir. C'était un problème de sécurité des Français pour Fessenheim? Bien sûr, c'est une des centrales vieillissantes. Avec qui posait un problème de sécurité? Pas à court terme, mais il fallait anticiper. Ça s'anticipe. Et la reconversion des personnes qui vont travailler à Fessenheim, ça va prendre du temps. On les accompagnera. C'est aussi un sujet social. Et donc, on fait cela. On investit dans le nucléaire. La réponse est claire. Et vous m'avez posé une question, c'est très important parce que, pour être dindon de la farce, moi, je vais expliquer les choses. J'ai aucun problème à avoir des confrontations avec nos partenaires européens. Parfois, on me le reproche quand on a des vrais problèmes. Avec l'Allemagne, nous avons une divergence. C'est sur ce qu'on appelle les investissements verts. Dans le jargon, la taxonomie. Mais non, c'est important. La taxonomie verte, est-ce qu'on peut dire en quelques mots, c'est-à-dire Paris et Berlin s'opposent véritablement. Évidemment, la France mise sur le nucléaire et l'Allemagne défend ses propres intérêts et mise sur le gaz. L'Allemagne mise sur le gaz, je l'ai dit publiquement, je pense que c'est un mauvais choix parce que c'est un choix de dépendance. Nous n'avons pas fait ce choix et nous en tirons aujourd'hui les avantages. Regardez l'Espagne, pour prendre un autre cas. L'Algérie a dit on est prêt à vous couper l'approvisionnement en gaz, ils ont failli pas avoir de gaz cet hiver. Donc la stratégie française renouvelable nucléaire, pas de dépendance au gaz, elle est gagnante. Oui, mais qu'est-ce que vous... Et alors, sur Monsieur le ministre, on entend, mais par rapport à l'Allemagne, quels arguments? Parce que la Commission européenne, pour l'instant, ne bouge pas. Et les Allemands, pire, nous font la leçon sur le nucléaire. Mais moi, je ne prends aucune leçon. Mais nous défendons nos intérêts parce que ce sont des intérêts qui sont gagnants. Et je vous le dis, la question de la taxonomie, c'est la question de savoir si on reconnaît que le nucléaire est une énergie décarbonée, verte pour faire court. Oui, elle l'est. Et donc nous demandons à l'Europe de le reconnaître
Pour l'instant, nous attendons la dernière décision. Je suis très confiant sur le fait que nous obtiendrons cette décision dans les mois qui viennent. Nous avons ce débat avec l'Allemagne. Mais vous reconnaissez que c'est un bras de fer. Oui, quand on voit ce qui est dit. Mais moi, j'ai aucun problème sur les bras de fer européens quand c'est justifié. Oui, mais ça dépend qui le gagne à la fin, monsieur le ministre. Nous allons le gagner, je vous le dis. Bon. C'est quoi? C'est la méthode Coué? Non, c'est pas la méthode Coué, c'est du travail. Alors comment? C'est le travail que nous faisons et vous verrez dans les prochaines semaines. Cette méthode de travail elle est importante puisqu'il y a l'Allemagne, mais il y a aussi la Grande-Bretagne. L'exemple sur le Brexit. Pour nos pêcheurs français, Clément Beaune, les conditions de l'accord, et c'est très important, c'est très concret, les conditions de l'accord ne sont pas respectées sur le nombre de licences pour accéder aux eaux territoriales britanniques. Votre patience n'a pas de limite sur ce sujet? Si, notre patience a une limite claire, celle de l'exaspération et celle de nos pêcheurs. Ça fait 9 mois, j'explique, c'est très important aussi pour nos pêcheurs, que nous discutons calmement, gentiment, et je dois dire que pour moi c'est facile, c'est mon métier si je puis dire, pour les pêcheurs c'est leur vie et leur gagne-pain. Et donc je veux d'abord saluer leur extraordinaire patience. On les a soutenus, 100 millions d'euros de plan d'accompagnement, mais ça suffit. On a un accord négocié par la France, par Michel Barnier, qui doit être appliqué à 100%. Il ne l'est pas. Et donc nous avons dit que dans les prochains jours, je me suis encore entretenu avec mes homologues européens à ce sujet hier, nous prendrons des mesures européennes ou nationales de pression sur le Royaume-Uni, sur les produits qu'ils exportent en France, par exemple. À ces mesures de rétorsion. Non, Qu'est-ce que peut être une mesure de rétorsion aujourd'hui? Je ne parle pas de sensibilité et de morale, Sonia Mabrouk, vous avez raison, il faut défendre nos intérêts. On le fait gentiment, diplomatiquement, et puis quand ça ne marche pas, on prend des mesures. Par exemple, on peut imaginer, puisqu'on parlait d'énergie, les îles anglo-normandes, le Royaume-Uni est dépendant de notre approvisionnement en énergie. Nos fameux avantages d'exportation, eh bien ça concerne aussi le Royaume-Uni. Ils pensent qu'ils peuvent vivre tout seuls et en plus taper sur l'Europe. Et comme ça ne marche pas, ils font dans la surenchère et dans l'agressivité. Je veux quand même dire à tous ceux qui nous ont expliqué que le Brexit c'est formidable, je les entends moins défendre les intérêts de nos pêcheurs. Et je les entends moins aujourd'hui. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Ils ont 25%, par d'énergie, des stations-service qui ne sont plus approvisionnées parce qu'il manque de 100 000 chauffeurs. Donc vous allez appuyer là où ça fait mal? Mais malheureusement, je n'ai pas besoin, c'est la réalité. Mais il faut regarder ce qui se passe, parce que quand on fait des promesses populistes, il faut voir ceux qui les appliquent. Le Brexit, c'est le populisme en action. On a la démonstration que c'est un échec dramatique. Oui, mais pour l'instant, pardonnez-moi, le boomerang, il revient sur notre figure à nous et celle de nos pêcheurs français. Comme ça ne marche pas, ils essayent de taper sur les autres. C'est classique comme recette. Oui. Et bon, on ne se laissera pas faire. Et on soutient nos pêcheurs aujourd'hui. On le verra, l'épreuve des faits, c'est important. Bien sûr. Sujet extrêmement concret, vraiment. Mais extrêmement concret. Ouais. Je me suis battu, vous savez, le 1er janvier, j'étais à Boulogne-sur-Mer pour dire à nos pêcheurs ce qui allait se passer. Je les ai toujours défendus avec Annick Girardin, avec tout le gouvernement. On continuera. Vous étiez il y a quelques jours à Avignon, Clément Beaune, pour le campus des macronistes, tout autre chose. Savez-vous quel nom a occupé le plus de place dans vos débats? Vous allez me dire? Vous le savez. Vous y étiez. Oui. Donc Emmanuel Macron? Oh. Non. Ah, je peux vous le dire. Éric Zemmour. Aurait-il pu rêver meilleure consécration? Vous avez parlé tous de lui. Vous en faites aujourd'hui votre principal adversaire? Si vous voulez, n'en parlons pas. Mais moi, je n'ai aucun problème à affronter... C'est facile. Non, mais pardon, mais c'est une... C'est peut-être votre stratégie de ne pas en parler. Vous dites qu'on en parle tout le temps, donc je ne sais pas. Moi, ce que je vous dis, on ne va pas être ni dans l'obsession, ni dans l'ignorance. De qui que ce soit, d'ailleurs. Il y a des candidats, nommons les choses, puisque vous parlez de noms. Oui, c'est pas très grave. Il y a 15% dans les sondages, on peut le nommer, bien sûr, je crois. Aucun problème, j'ai débattu avec lui. Nommons les choses. Il y a aujourd'hui un mouvement d'extrême droite, je crois, qui est incarné par Éric Zemmour, par Marine Le Pen aussi, parce que pour moi c'est la même chose, et qu'il faut combattre sur les idées. Moi, je n'ai aucun problème à l'affronter sur les idées, à expliquer que c'est bourré de contradictions, que c'est des gens qui nous ont expliqué l'extrême droite française. C'est quoi l'extrême droite française pour vous? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que vous me dites c'est l'extrême droite, vous jetez ça comme un anathème, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est un courant politique qui malheureusement a toujours existé dans notre pays, mais est-ce que vous pensez... qui a combattu le général de Gaulle, qui a combattu en quelques années, la grandeur de la France. Est-ce que vous l'avez fait baisser, Marine Le Pen? Ça fait des années que vous l'attaquez, rien du tout, toujours les mêmes arguments, toujours certains disent le même théâtre. Je ne veux pas refaire l'histoire, je crois que s'il n'y avait pas eu Emmanuel Macron en 2017, nous aurions aujourd'hui Marine Le Pen au pouvoir. Je crois que s'il n'y a pas Éric Zemmour dans les sondages, Marine Le Pen ne baisserait pas aujourd'hui. Elle serait déjà qualifiée au second tour. On verra ce qui se passe, vous savez. Vous lisez comme moi. Je lis comme vous, je vois l'alerte, bien sûr, mais je crois que ce n'est pas plus rassurant d'avoir Éric Zemmour que Marine Le Pen. Mais je le dis, moi je ne suis pas dans une dénonciation abstraite. Je dis par exemple, pour ce qui concerne les sujets que je suis au quotidien, l'Europe, que quand Éric Zemmour nous explique qu'il est pour la souveraineté, mais tout à coup il se rend compte qu'en fait il faut garder l'euro parce que les Français sont attachés, que ça nous protège. N'y a-t-il pas une petite contradiction? Quand il va voir M. Orban, est-ce qu'il dit aux Français que M. Orban, pour moi ça suffirait à le disqualifier, ce n'est pas simplement des lois homophobes, mais c'est aussi la consécration du partenariat avec la Chine,
la défense absolue de l'OTAN et l'éloge du dumping social en Europe pour nos chauffeurs routiers, pour notre BTP, pour des gens qui délocalisent en Pologne. Ce n'est pas nouveau que nous avons des désaccords avec nos partenaires européens. Hein. Il va vous dire, il va vous citer d'autres moi je vous dis, partenaires. Quand ça arrive, par exemple sur le dumping social, je combats M. Orban et on fait la réforme du travail détaché en Europe. Clément Beaune, Voilà. est-ce que je peux vous offrir, important. ça va vous intéresser sur l'Europe, un livre dont va parler Dimitri avec son invité dans quelques instants, il s'appelle L'opium des élites, comment on a défait la France sans faire l'Europe. L'auteur c'est Aquilino Moral, c'est une charge contre l'européisme, la technocratie bruxelloise, et voici ce qu'il dit, le macronisme, dit Aquilino Moral, ne serait que l'étape ultime de la technocratisation de notre vie politique. En gros, vous êtes tous des technocrates en costume gris. Écoutez, je suis un costume gris, si ceux qui nous écoutent ne voient pas l'image, je l'assume, je crois que Aquilino Moral n'a pas complètement dénigré les costumes gris dans sa vie précédente, peu importe, moi j'ai aucun problème à discuter, vous savez, je suis pas un européiste, je suis pas un fédéraliste, je pense que la souveraineté française, puisque c'est ça qui m'importe. Ah tiens, conversion. Avant vous nous parlez de souveraineté européenne. Mais ah si. Laissez-moi finir la vous avoir phrase, vous allez voir que les choses sont cohérentes. Oui, la souveraineté européenne, c'est un raccourci que j'assume parce qu'il dit la souveraineté française est plus forte quand on s'engage dans la construction européenne. Vous croyez que pour discuter avec la Russie, pour avoir aujourd'hui une ambition climatique internationale et peser face à la Chine ou aux États-Unis, on le fera sans l'Europe? Oh non, Je on ne le le sait crois depuis pas. longtemps. Merci Clément Beaune d'avoir répondu ce matin à nos questions. On l'a tous remarqué, hein, la souveraineté vraiment au centre des débats, Dimitri.